Le soir où j'ai perdu mon emploi, ma sœur a hurlé, « Qui va payer mon prêt auto maintenant ?» Maman a hoché la tête. Papa a fait mes valises. Ta sœur a plus besoin de cette maison que toi. Je n'ai rien dit sur l'entreprise à mon nom. Ni sur la maison à la plage. Cette nuit-là leur a tout coûté. La nuit où ma famille m'a mise à la porte, j'avais une entreprise d'une valeur de 3,2 millions de dollars, et pas un seul d'entre eux n'avait jamais pensé à me poser des questions à ce sujet. Ma sœur a hurlé à propos d'un prêt automobile. Ma mère a hoché la tête. Mon père a fait ma valise. Je me tenais là et je pensais, c'est la plus grosse erreur qu'ils n'auront jamais faite. Permettez-moi de commencer 4 heures plus tôt. La salle de conférence au 11e étage du bureau de Meridian Group, dans le centre-ville de Portland, avait un mur de fenêtres orienté à l'ouest. Et à 16h47, un mardi d'octobre, le ciel faisait cette chose particulière que les cieux du nord-ouest Pacifique font à l'automne, gris, virant au violet, redevenant gris, comme s'ils ne pouvaient pas se décider. Mon manager, Denny, était assis en face de moi avec un dossier RH et l'expression prudente d'un homme qui a déjà prononcé ce discours et l'a détesté à chaque fois. Je savais déjà ce qu'il y avait dans le dossier. Je le savais depuis 6 semaines, comme on sait qu'une tempête arrive parce que la pression atmosphérique chute et que les oiseaux se taisent. Meridian perdait des contrats depuis le printemps. La restructuration était inévitable. Ma position, analyste financier senior, 8 ans, 2 promotions, ne l'était pas. Denny a prononcé le mot « éliminé ». Il a dit « position » avant, pour adoucir le coup. Il a mentionné une indemnité de départ, 8 semaines, avantages sociaux complets jusqu'à la fin de l'année. Ses mains sont restées à plat sur la table tout le temps, paume vers le bas, le langage corporel d'un homme qui essaie très fort de ne pas ressembler à une menace. Je l'ai remercié. C'était la chose professionnelle à faire, et j'étais une professionnelle. Le silence est une position, et la gratitude en est une meilleure. Ce que je n'ai pas dit à Denny, parce que ça ne le regardait pas, c'est que j'avais une réunion le jeudi avec mon avocat, Kevin Hartley, concernant une offre d'acquisition pour une entreprise que j'avais cofondée 4 ans auparavant. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est la lettre d'intention dans mon email, que j'avais lue 3 fois cette semaine-là. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais déjà commencé à penser au groupe Meridian au passé. Je suis rentré chez moi sur l'autoroute du coucher du soleil, le dossier sur le siège passager. Les documents d'acquisition étaient sur le comptoir de ma cuisine. Les chiffres, si le jeudi se déroulait comme prévu, étaient significatifs. Ma famille n'était au courant de rien. Patrick prépare du poulet rôti les mardis. Elle le fait depuis 20 ans, ou presque. Un poulet de supermarché, généralement du Safeway sur Canyon Road, avec des haricots verts en conserve et des petits pains du rayon surgelés. J'ai grandi en mangeant ça. Et même maintenant, en rentrant dans l'allée de la maison où j'étais revenu il y a 8 mois, un arrangement temporaire, juste le temps de trouver le bon appartement, tout le monde avait convenu que l'odeur me parvenait à travers la porte du garage. Automatique, moléculaire. La sensation d'arriver quelque part, censé être sûr. Le Honda CR-V d'Amber était dans l'allée, à côté de l'accord de ma mère. Elles étaient toutes deux à la maison. 3 choses que j'ai remarquées en entrant, dans cet ordre, la table de la cuisine déjà mise, la télévision éteinte inhabituelle et les mains de mon père jointes devant lui, comme il les joint quand il a pris une décision et qu'il attend de l'annoncer. Je me suis assise. J'ai dit, j'ai des nouvelles du travail. J'ai dit, Meridian restructure. Mon poste est supprimé. Je n'ai pas terminé la phrase. Le visage d'Amber a changé, pas vers de l'inquiétude, pas vers ce doux réarrangement des traits qui dirait « Ça va ? Tu as peur ? Qu'est-ce qu'il te faut ?» Il a changé vers autre chose, quelque chose de plus rapide et plus réflexif que la sympathie. Elle a dit « Qui va payer mon prêt auto maintenant ?» Le silence s'est fait à table. Ma mère a posé sa fourchette, elle ne l'a pas lâchée, elle l'a posée délibérément sur le bord de son assiette. Elle a regardé Amber, puis elle m'a regardé, et je l'ai vu décider quelque chose. Les mains de mon père sont restées jointes. Je suis doué pour lire une pièce. C'est une compétence qu'on développe quand on grandit en tant que fille qui comprend les choses. Celle qui garde la trace. Celle qu'on appelle quand les chiffres ne s'additionnent pas. J'ai lu cette pièce le temps d'une expiration. 3 choses sont devenues claires, dans cet ordre. Le prêt automobile d'Amber, $610 par mois ou une Honda CR-V qu'elle avait financé sans co-signataire,
uniquement parce que j'avais garanti ses revenus au concessionnaire n'avait jamais réellement été inclus dans le budget d'Amber. Mes parents avaient compté sur ma présence dans cette maison comme un bâtiment compte sur un mur porteur. Et au moment où ce mur a semblé se fissurer, ils n'ont pas demandé si le mur allait bien. Ma mère a dit, c'est juste temporaire, chérie, le temps que tu te remettes sur pied. Elle l'a dit doucement. C'était ça, ma mère. Elle était toujours douce quand elle avait déjà pris sa décision. La douceur n'était pas un réconfort. C'était la fermeture d'une porte, rembourrée pour ne pas entendre le clic. Mon père a déplié ses mains. Il s'est reculé de la table. Il a dit, de la voix qu'il utilisait pour les décisions déjà prises, ta sœur a plus besoin de cette maison que toi en ce moment. Tu es pleine de ressources, Daniel. Tu t'en sors toujours. Il est monté à l'étage. Je suis resté à table avec ma mère et ma sœur. Amber grignotait son petit pain. Elle ne m'a pas regardé. Ma mère a rempli son verre d'eau. J'ai entendu la fermeture éclair de mon sac de sport venant de l'étage. Le bruit des tiroirs qui s'ouvraient. Mon père n'était entré dans ma chambre que 3 fois, les 2 ans avant que je ne revienne, une fois pour réparer le ventilateur de plafond. 2 fois pour aider avec les meubles. Et maintenant il était dedans, en train de faire mes affaires un mardi soir, parce que son autre fille avait plus besoin de la maison. J'ai passé beaucoup de temps, dans les mois qui ont suivi, à ressasser ce son, la fermeture éclair, les tiroirs, le fait qu'il savait où était tout, ce qui signifie qu'il avait dû regarder. Il est descendu avec le sac et l'a porté jusqu'au porche d'entrée sans croiser mon regard. C'est la partie à laquelle je reviens toujours. Pas les mots. Les mots étaient durs, mais les mots, on peut y répondre. C'étaient les yeux, leur absence délibérée. La lumière du porche était allumée. La rue était calme, comme Biverton est calme à 18h en octobre. Quelques voitures, un chien quelque part, le ciel de la couleur du vieux béton. J'ai pris le sac. J'ai pensé à jeudi, au bureau de Kevin dans le Pearl District, au 14e étage, à la vue sur la ville dans laquelle j'avais construit ma carrière. J'ai pensé à la lettre d'intention et aux chiffres qu'elle contenait, et au dossier toujours posé sur le siège passager. Ma famille venait de me donner mon sac et de me dire de me débrouiller. J'avais passé 6 mois à préparer ma sortie. Je n'avais juste pas su que ce serait eux qui ouvriraient la porte. Marcus Webb vit dans le même appartement sur NW Lovejoy depuis 6 ans. Et la première chose qu'il fait quand vous arrivez en crise, c'est faire du thé. Pas demander si vous voulez du thé, ni en offrir. Il remplit la bouilloire et la met en marche. Et le temps que vous vous asseyez et enleviez votre manteau, il y a une tasse devant vous. Yorkshire Gold. 2 minutes d'infusion. Un peu de lait. Il a appris à le faire d'un collègue britannique il y a des années, et n'a jamais changé. Je me suis assis sur son canapé, le sac de sport à mes pieds, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai gardé une narration séquentielle, la salle de conférence, Denny, le dossier, le retour à la maison sur la Sunset Highway, la table, la première question d'Amber, qui n'était pas une question sur moi. Marcus était assis en face de moi dans le fauteuil qu'il avait depuis ses études supérieures, celui dont le bras avait été recollé 2 fois, et il a écouté tout sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Il a regardé sa propre tasse. Puis il a dit, Daniel, tu es leur porte de sortie d'urgence depuis 15 ans. La seconde où tu as eu besoin de la porte, ils ont changé la serrure. J'ai fixé le thé. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que la phrase n'était pas juste elle l'était, mais parce qu'entendre cela à voix haute la rendait plus lourde qu'elle ne l'avait été dans ma tête, où je la portais depuis des années sans la nommer. J'ai dit que je réglerais la situation de l'appartement cette semaine. Marcus a dit, d'accord. Nous sommes restés là un moment, la pluie commençant à tomber contre ses fenêtres, et j'ai pensé à 2005. J'avais 15 ans l'été où l'entreprise de fourniture de construction de mon père a fait faillite. Je connais le mot technique pour ce qui s'est passé, surendetté, sous-capitalisé, prise du mauvais côté d'un ralentissement des permis de construire commerciaux, parce que je l'ai recherché après coup, car comprendre le mécanisme était la seule chose qui m'aidait à ne plus en avoir peur. Ce dont je me souviens de cet été, c'est la façon dont la voix de mes parents changeait quand ils me croyaient endormi, les appels qui arrivaient avant 8 heures du matin, mon père assis à la table de la cuisine à minuit avec des papiers étalés autour de lui, sans les toucher, juste assis. L'immobilité particulière d'un homme à court d'idées, et qui attend qu'une autre arrive. Août.
Je suis descendu à 6 heures du matin pour prendre de l'eau et je l'ai entendu dire à ma mère qu'il pourrait perdre la maison. Il ne savait pas que j'avais entendu. Je suis remonté et je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fait ce que je faisais quand j'avais besoin de réfléchir, j'ai compté l'argent de mon compte d'épargne, fruit de 18 mois de mise en sac des courses au Safeway de Canyon Road. 212 $. Le montant approximatif du paiement hypothécaire, d'après l'enveloppe que j'avais vue sur le comptoir. Je ne savais pas exactement, mais plus que ça, beaucoup plus. J'ai mis 200 $ dans une enveloppe. J'ai écrit ou pour le prêt dessus et je l'ai laissé sur son oreiller avant qu'il ne se lève. Il l'a encaissé. Je le sais parce que l'enveloppe avait disparu le soir, et le lendemain matin, il était plus silencieux, d'une manière différente. Non pas l'immobilité d'un homme à court d'idées, mais l'immobilité d'un homme qui avait reçu de l'aide d'un endroit qu'il n'allait pas mentionner. Il l'a encaissé le mois suivant aussi. Et le mois d'après, 11 mois, 2 cents chacun, jusqu'à ce que la dette de l'entreprise soit restructurée, et que la crise immédiate soit passée. Il n'a jamais demandé d'où ça venait. Je n'ai jamais rien dit. J'ai appris quelque chose cette année-là, le silence n'était pas de la gratitude, le silence était de la commodité. Reed Analytics LLC. Il y a 4 ans, quand j'avais 30 ans, mon collègue Trevor Nash avait développé un outil de modélisation financière pour les banques régionales. Le genre de logiciel qui prédisait le risque de défaut de prêt avec plus de précision que tout ce que les banques de taille moyenne pouvaient se permettre de licencier auprès des grands fournisseurs. Bon produit. Le problème était que Trevor était un ingénieur, pas un homme d'affaires, et qu'il n'avait pas de capital, ni la moindre idée de comment en trouver. J'avais des économies. J'avais la compétence spécifique pour comprendre exactement ce qu'il avait construit et ce que cela valait. J'ai pris 60% des parts en échange des deux. Pourquoi 60 et non 50? Parce que je voulais le contrôle. J'avais passé assez de ma vie professionnelle à me plier à des pièces remplies de gens qui étaient confiants plutôt que corrects. 60% signifiait que les décisions m'appartenaient. J'ai mis Reed Analytics à mon nom parce que c'était mon capital et mon risque. Je l'ai gardé secret à la maison pour la même raison que j'avais gardé secret les 200 $ en 2005. Dès que ma famille aurait su que j'avais des ressources, ces ressources seraient devenues les leurs à allouer. Ce n'était pas une évaluation cynique. C'était une observation empirique de 15 ans. Il y a 3 ans, lors de la première année complète de bénéfices de la SARL, j'ai pris une distribution de 340 000 $. J'ai acheté la maison à Cannon Beach, une propriété sur une falaise au-dessus de la plage, 2 chambres, bardage en cèdre, le genre d'endroit qui sent le sel, le sapin de Douglas et le vieux bois chauffé. Je l'ai mise uniquement à mon nom. Ma mère y est restée 2 fois. Elle a mentionné les 2 fois que la maison de plage de son ami était absolument ravissante. Daniel, tu devrais vraiment trouver quelque chose comme ça un jour. J'ai dit que j'y jetterais un œil. 6 semaines avant la nuit où mon père a fait ma valise, une entreprise de fintech de taille moyenne d'Austin en fait, une concurrente de Meridian a envoyé une lettre d'intention pour acquérir Reed Analytics LLC. L'offre, 3,2 millions de $ pour l'entreprise entière. J'ai retenu Kevin Hartley la même semaine. Kevin est le genre d'avocat qui lit tout 2 fois et pose la question que vous espériez qu'il ne poserait pas. Et je lui fais confiance avec ma vie financière depuis 3 ans, pour cette raison exacte. Il a examiné la lettre d'intention, a calculé les chiffres, a identifié 2 problèmes structurels que nous avons passé une semaine à corriger, et m'a dit que nous envisagions une clôture nette en 45 à 60 jours. J'avais inclus une clause dans la structure de l'accord. Kevin l'appelait une option de rachat familial. Ce que cela signifiait en pratique, si je l'activais avant la clôture, 180 000 $ du produit de l'acquisition serait redirigé vers un compte séquestre, payable en 2 versements, 167 000 $ au service hypothécaire de mes parents. Ce qui rembourserait le solde restant de la maison à Beaverton. 13 000 $ à Amber, ce qui rembourserait le prêt automobile de la Honda CR-V, avec 4 mois d'avance. Je n'avais pas prévenu ma famille parce que je voulais leur dire au dîner. Je l'avais imaginé plusieurs fois. La table, la nourriture, la façon dont ma mère poserait sa fourchette, le regard sur le visage de mon père. La réunion de jeudi avec Kevin visait à finaliser les documents et à préparer la signature. 2 choses que je savais. En quittant cette maison avec mon sac de sport sur le siège arrière, la pluie commençant sérieusement sur la Sunset Highway, les lumières de la ville s'étalant sur mon pare-brise. Premièrement, il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Deuxièmement,
J'étais la seule personne dans cette allée à le savoir. Le canapé de Marcus a une qualité particulière que je n'ai jamais pu nommer, quelque chose entre ferme et indulgent, comme les canapés le deviennent après avoir absorbé suffisamment de nuits tardives pour développer une mémoire. Je m'y suis allongé mardi à 23 heures, avec une couverture qu'il avait laissée plier sur la coudoir, et j'ai regardé le ventilateur de plafond tourner lentement dans l'obscurité, et j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais. Le sac de sport, ma voiture, mon ordinateur portable, que j'avais eu la présence d'esprit de prendre dans ma chambre avant que mon père ne finisse de descendre, mon téléphone, le numéro de Kevin, la lettre d'intention dans mon email, que je n'avais pas supprimé. Que j'avais même lu 3 fois la semaine dernière, assise dans le parking de Méridian en mangeant mon déjeuner, car je ne voulais pas que quiconque au bureau la voie sur mon écran. Ce que je n'avais pas, un endroit où vivre après cette semaine, un salaire à partir de lundi, une réponse claire à la question que Marcus avait posée, doucement, avec précaution, la façon dont il posait les questions pour savoir si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Il a éteint la lumière du couloir et est allé se coucher. Je suis resté là pendant environ 20 minutes. La pluie avait cessé. Quelqu'un dans la rue en bas promenait un chien, le cliquetis des ongles sur le trottoir, puis cela aussi a disparu, et l'appartement était d'un calme particulier, celui d'une ville qui ne s'est pas encore complètement endormie. Je me suis levé, j'ai mis mes chaussures et je suis descendu au parking. Je suis resté dans ma voiture pendant 8 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure en entrant, et de nouveau en sortant. J'ai posé mes mains à plat sur le volant, paume vers le bas, et j'ai respiré. C'est tout ce que j'ai fait. Le parking sentait l'échappement et le béton humide, et la légère douceur industrielle du nettoyant de drain que la société de gestion utilisait le mardi, ce que je savais parce que j'y avais garé ma voiture une douzaine de fois en rendant visite à Marcus. Et ça sentait toujours comme ça les mardis soirs. Je n'ai pas pleuré. Je tiens à le préciser. Non pas parce que pleurer aurait été mal, mais parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose dans ma poitrine qui ressemblait à un poing qui s'ouvrait et se fermait, et j'ai respiré contre ça jusqu'à ce que ça s'arrête. 8 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Kevin, toujours OK pour jeudi. Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes, bien sûr. Ça va? J'ai tapé, je le saurai. Je l'ai envoyé, j'ai posé le téléphone face vers le bas sur le siège passager, et je suis resté assise 1 minute de plus, regardant sans rien en particulier. Je n'ai pas répondu à sa question. Le silence est une position, et je le serai en était une meilleure. Mercredi. J'étais dans un café sur NW23RD à 8h15, mon ordinateur portable ouvert, avec un grand café filtre que je n'ai pas goûté. J'ai réservé un studio meublé à NW Portland, à 2 pâtés de maison du café, il s'est avéré que c'était un bail mensuel. Emménagement vendredi, 1850 $ par mois. Les photos montraient des sols propres et une fenêtre donnant sur une cour. C'était suffisant. Puis j'ai ouvert le site web de ma banque, et j'ai passé 45 minutes à me désolidariser de tout ce que j'avais mis en place à l'adresse de Biverton, le compte de paiement des factures liées au service Internet de la famille. Que j'avais mis à mon nom il y a 3 ans lorsque Comcast avait causé des problèmes à mes parents, et je l'avais réparé et ne l'avais jamais remis. Le virement récurrent au service hypothécaire de mes parents. 4 cents $ par mois. Depuis 4 ans. Quelque chose sur lequel je reviendrai. J'ai laissé celui-là pour l'instant. J'avais besoin d'y réfléchir. La notification de facture d'électricité qui arrivait à mon adresse email. Le compte Amazon Household. 4 choses au total. Cela a pris 45 minutes parce que je voulais être prudente. Et parce que c'est comme ça que je fais les choses, prudemment. J'ai envoyé un email au RH de Méridian pour confirmer le calendrier de traitement de mon indemnité de départ. À 9h47, un SMS de mon père, appelle ta mère. Je l'ai lu. J'ai reposé le téléphone. J'ai commandé un deuxième café et j'ai ouvert la lettre d'intention d'acquisition et je l'ai relue. La totalité, chaque clause, même celle que j'avais déjà lue, jusqu'à ce que j'en connaisse le langage par cœur. Je trouve parfois que c'est clarifiant de lire quelque chose. Vous savez, la précision, la façon dont chaque terme signifie exactement ce qu'il dit. Je n'ai pas appelé ma mère. Son silence, après avoir fait ma valise, avait été une position. Le mien était le même. Marcus a fait des pâtes mercredi soir, le genre en boîte avec de la sauce marinara en bocal,
ce dont il ne se sentait pas gêné, d'une manière que j'ai toujours trouvée tranquillement admirable. Il a versé 2 verres de vin, et nous avons mangé à sa table de cuisine, et il a attendu que nous ayons presque fini avant de demander « Qu'est-ce que tu vas faire pour jeudi ?» J'ai posé ma fourchette. Je lui ai parlé de la clause familiale, de tout, du fait que je n'en avais parlé à personne d'autre que Kevin, des 180 000 $ redirigés. Ce que cela aurait couvert, ce que j'avais imaginé en détail de leur dire à table, pas si différente de celle-ci. Marcus est resté très immobile, comme il le fait quand il traite quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas un homme qui joue des réactions. Il a tenu son verre de vin et l'a regardé. Alors, tu allais leur offrir la sortie, dit-il. Et ils t'ont remis un sac avant que tu ne puisses. Oui. Il a posé le verre. Et maintenant? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai compté 3 secondes. Je fais ça. Quand je décide quelque chose, je fais un rapide compte interne. Cela ralentit la partie de moi qui veut agir avant que je n'ai fini de réfléchir. J'ai une réunion demain, ai-je dit. Il m'a regardé un instant. Puis il a hoché la tête. Il a repris sa fourchette et a fini ses pâtes. Et il n'a pas insisté. Et j'ai fait confiance à Marcus Webb pour ma vie professionnelle pendant 9 ans. Exactement pour cette qualité, il connaît la différence entre une porte laissée ouverte et une porte fermée. Nous avons fait la vaisselle ensemble. Il m'a prêté une serviette propre et un chargeur de téléphone, et m'a dit que le canapé était à moi aussi longtemps que j'en aurais besoin. J'ai dit que je serais dans un nouvel appartement d'ici vendredi. Il a dit, bien. Jeudi. J'étais sur le pont Burnside à 7h40, avec ma tasse de voyage et le dossier d'acquisition sur le siège passager, en direction du bureau de Kevin dans le Pearl District. Le Willamette gris et plat en dessous. La ville faisait ce que Portland fait les matins d'octobre. Tout humide, tout estompé, le ciel, la couleur du vieux plâtre, les chariots à café déjà ouverts. Je me suis garé dans le garage sur la 10e, je suis resté dans la voiture. 30 secondes, pas 8 minutes. J'étais au-delà des 8 minutes. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal, Pat. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas écouté. J'ai mis le téléphone dans la poche de mon manteau, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à l'ascenseur. L'ascenseur a pris 11 secondes. J'ai compté. Le bureau de Kevin Hartley se trouve au 14e étage d'un immeuble du Pearl District qui était un entrepôt dans une vie antérieure et en porte encore les traces. Au plafond, acier apparent, fenêtre du sol au plafond sur le mur nord. Par temps clair, on peut voir le mont Hood depuis son bureau. Ce jeudi-là n'était pas un jour clair. Le ciel était du même gris plat que toute la semaine, et la ville en contrebas semblait petite et étouffée, comme Portland quand les nuages descendent. Il avait du café prêt. Il a toujours du café prêt. Je me suis parfois demandé s'il préparait une nouvelle cafetière avant chaque réunion, ou s'il était simplement toujours en train de faire du café, et je n'ai jamais posé la question parce que cela me semble le genre de chose qui serait moins intéressant avec une réponse. Je me suis assise en face de lui. Il a ouvert le dossier. L'accord d'acquisition comportait 4 éléments principaux. Et Kevin m'a expliqué chacun d'eux avec la patience méthodique qui est son don professionnel particulier. Pas lent, jamais condescendant, juste exhaustif, de manière à vous faire sentir que le terrain est solide sous chaque pas avant de faire le suivant. La lettre d'intention signée, les déclarations et garanties impeccables, le calendrier de cession de propriété intellectuelle, qui nous avait pris la majeure partie d'une semaine à mettre au point, était maintenant correct. Le calendrier de clôture, 45 jours à compter d'aujourd'hui, à moins de changements matériels, tout était en ordre. Il a tendu la main vers le deuxième dossier, plus fin que le premier, il a glissé un seul document sur la table et a posé son stylo à côté, l'option de rachat familial. 3 pages. J'avais écrit la première ébauche du concept moi-même, dans un café un dimanche d'août, avant même d'avoir retenu Kevin. Il avait clarifié le langage, ajouté le mécanisme de séquestre, et m'avait demandé une fois si j'étais certaine de la structure. J'avais dit oui. Il a désigné la ligne de signature à la page 3. C'est l'option de rachat familial, a-t-il dit. Signé ici. Cela l'active. Les 180 000 redirigés vont en séquestre, payables aux bénéficiaires que vous avez spécifiés, Patricia et Gary Reed pour le solde hypothécaire, Amber Reed pour le prêt automobile. Il a levé les yeux.
Vous voulez que j'exécute celui-ci aussi? J'ai pris le document. J'ai lu la première page. Je l'avais déjà lu 4 fois à ce stade, mais je l'ai relu. Le langage était précis, comme le langage juridique est précis quand quelqu'un a travaillé pour le rendre ainsi, plutôt que pour l'obscurcir. Chaque terme signifiait ce qu'il disait. J'ai tourné à la page 2. J'ai compté les paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pensé à la voix de mon père à la table de la cuisine, ta sœur a plus besoin de cette maison que toi en ce moment. La voix de la décision, la voix qu'il utilisait quand il avait déjà pris sa décision et se contentait d'informer la pièce. J'ai pensé à Amber en haut de l'escalier, regardant, ne descendant pas. La qualité spécifique de choisir de rester là où l'on est, quand rester là où l'on est une décision. J'ai pensé aux mains de ma mère sur la tasse de café, plate, délibérée, les mains d'une femme gérant la température de la situation. J'ai pensé à une enveloppe sur un oreiller en 2005, et au bruit d'une fermeture éclair dans une pièce où je n'avais pas été invité, et à 11 mois de dépôt de $200 qui furent reçus en silence, parce que le silence était plus pratique que la reconnaissance. J'ai posé le document. Kevin a attendu. Il est bon pour attendre. C'est, d'après mon expérience, la compétence professionnelle la plus rare, la capacité de maintenir un silence sans le combler, sans bouger sur sa chaise, sans ajouter une phrase clarificatrice, ni trouver quelque chose à faire avec ses mains. Il a juste attendu. Retirez-le, ai-je dit. Il m'a regardé un instant. Pas longtemps. Vous êtes sûr? Ce n'était pas une question. Il savait que ce n'en était pas une. Je savais que ce n'en était pas une. C'était la dernière courtoisie, l'équivalent professionnel d'une main sur une porte avant qu'elle ne se ferme. Je suis sûr. Il a retiré le document de la table, a fait une note dans la marge, l'a placé sur une pile séparée, et est passé à la page suivante du dossier principal sans cérémonie. La façon dont on dépasse une décision, une fois qu'elle est prise. Nous avons passé encore 40 minutes sur le reste de la paperasse. J'ai signé cette chose. Kevin m'a expliqué chacune d'elles. Le café était bon. Quand nous nous sommes serrés la main à la porte, il a dit que nous serions en contact dans la semaine. Et j'ai dit, merci, et j'ai pris l'ascenseur, 14 étages, et j'ai marché jusqu'à la 10e avenue, dans l'air gris d'octobre. Je suis resté sur le trottoir un instant. Un camion de livraison était au ralenti au coin. 2 femmes avec des poussettes sont passées devant moi en allant vers le nord. Un cycliste a traversé le passage piéton au feu rouge et n'a pas regardé en arrière. Je m'attendais à ressentir quelque chose d'indicible. Une version de la perte ou du soulagement, ou le poids particulier qui accompagne une décision irrévocable. Ce que j'ai ressenti, à la place, était une légèreté. Pas du bonheur, pas de la vindication, juste une légèreté. La façon dont on se sent quand on a retenu une porte contre quelque chose de lourd, et qu'on recule enfin pour la laisser aller. J'avais passé 6 mois à construire cette clause. J'avais imaginé les visages de mes parents quand je leur dirais. J'avais imaginé ma mère posant sa fourchette, mon père se taisant, et Amber, pour une fois, n'ayant rien à dire. J'avais porté ce dîner imaginé avec moi, comme un élément d'une liste de choses à faire. Quelque chose à accomplir. Une dette que j'avais décidé de payer en leur nom, avant même qu'ils ne sachent qu'ils la devaient. La liste de choses à faire était plus courte maintenant. Je suis allé à ma voiture. J'avais 45 jours avant la clôture. J'ai ouvert mon téléphone et, pour la première fois en 3 ans, j'ai cherché des appartements à Austin. Le message vocal de ma mère est arrivé le 3e jour. J'étais en train de déballer mon sac de sport dans le studio meublé sur NW Lovejoy, sol propre, une fenêtre donnant sur la cour, une cuisine de la taille d'un dressing. Ce qui me convenait parfaitement puisque je n'ai jamais été quelqu'un qui utilise une cuisine pour autre chose de plus élaboré que du café et des plats à emporter réchauffés. J'avais eu les clés le vendredi matin, emménagé mon sac le vendredi après-midi, et passé le week-end à acheter les choses spécifiques qui rendent un espace temporaire vivable. Un bon oreiller, une presse française, 2 jeux de serviettes qui n'étaient pas rêches. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal, Patride. Je l'ai écouté en pliant un pull. Sa voix était prudente, comme elle l'était quand elle gérait la température d'une situation à distance. Salut, chérie. C'est maman. J'espère juste que tu vas bien. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Ta sœur va beaucoup mieux.
Je pense que le stress lui pesait vraiment. Enfin, rappelle-moi quand tu pourras. J'ai fini de plier le pull. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Elle avait appelé pour rendre compte de son investissement. J'étais toujours l'élément numéro 1 dans son budget familial. Elle avait juste besoin de confirmer que je fonctionnais toujours. La dernière phrase était le signe révélateur, ta sœur va beaucoup mieux, pas, tu nous manques. Pas, ton père veut te parler. La mise à jour avec laquelle elle avait commencé était l'état d'Amber, ce qui signifiait que l'état d'Amber était la chose qu'elle considérait la plus pertinente pour moi, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas encore compris que j'avais cessé de la considérer pertinente du tout. Je n'ai pas rappelé. Le 14e jour, j'ai ouvert l'application de ma banque et j'ai annulé le virement récurrent vers le service de crédit immobilier de mes parents, 4 cents dollars par mois, 48 paiements, 19 200 dollars sur 4 ans, envoyés discrètement et reçus en silence. Car c'était l'arrangement que nous avions tous accepté sans jamais en discuter. Cela a pris 3 clics, 40 secondes, peut-être. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau, et je suis retourné au document d'acquisition que j'étais en train de relire. Une section sur les déclarations et garanties que Kevin avait signalées pour une deuxième lecture. J'y ai repensé une fois de plus ce soir-là, brièvement. Comme on pense à une chose qu'on a posée dans une autre pièce. Puis j'ai arrêté d'y penser. L'appel d'Amber est arrivé le 21e jour. Elle a appelé à 18h47, c'est-à-dire après le dîner, ce qui signifiait qu'elle avait réfléchi au moment d'appeler. Amber réfléchit au moment d'appeler. Elle a toujours eu un bon instinct pour le timing. Quand demander, quand attendre, quand arriver quelque part déjà en cours, pour que la partie difficile ait été gérée par quelqu'un d'autre. J'ai décroché au 3e bip. Sa voix était joyeuse, de cette façon particulière qu'elle a quand elle veut quelque chose, et qu'elle a décidé que la joie était la bonne approche. Salut Dan, tu vas bien? J'ai pensé à toi. J'ai dit que j'allais bien. Elle a dit que maman et papa étaient un peu stressés. Elle a dit qu'elle savait que les choses étaient devenues bizarres. Elle a dit qu'elle pensait que ça aiderait vraiment si je rentrais dîner, juste pour dissiper les malentendus. 3 choses que son appel n'était pas, des excuses, une remise en question, une reconnaissance que quoi que ce soit se soit passé. Une chose qu'il était, un recrutement. Elle avait besoin de moi de retour à la maison, comme un système a besoin qu'un composant manquant lui soit rendu. Non pas parce qu'elle me manquait, ou pas seulement à cause de ça, mais parce que mon absence avait créé un problème qu'elle voulait résoudre, et elle avait décidé que la joie était l'outil le plus efficace pour le résoudre. Je ne peux pas y aller, ai-je dit. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être cette semaine. On pourrait faire un dimanche où. Je ne peux pas y aller, Amber. Elle s'est tue. Un genre de silence différent de ce à quoi je m'attendais. Pas de blessure, exactement, mais une recalibration. Elle avait tenté l'approche et obtenu un résultat qu'elle n'avait pas anticipé. D'accord, a-t-elle dit. Elle a raccroché la première. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la cour. Une voisine à qui je n'avais jamais parlé était assise sur un banc en bas avec un livre de poche. Et un pigeon marchait en cercle près du drain. Et la lumière du soir faisait ce qu'elle fait à Portland fin octobre, s'estompant pendant environ 20 minutes avant que le gris ne revienne. J'ai pensé qu'elle savait ce qu'elle avait fait. C'était la chose que l'appel avait confirmée, et la chose que j'avais retournée dans ma tête depuis cette nuit dans la cuisine. Amber n'avait pas hurlé à propos du prêt automobile par insouciance. Elle avait hurlé parce qu'elle avait calculé, en quelques secondes entre ma première phrase et sa réponse, que hurler était le chemin le plus rapide vers une résolution qui ne l'obligerait pas à supporter le coup. Le calcul était faux, mais le calcul avait été fait. Le 28e jour, mon père a envoyé un SMS, appelle ta mère. 2 mots pour elle, et 1 mot pour lui, ce qui correspondait à peu près au ratio qui avait toujours prévalu dans les communications au sein du foyer Reed. Les préoccupations de Pat obtenaient des phrases. Celle de Gary, une livraison. Il était le véhicule. Le message n'était pas le sien. Je l'ai lu. Je suis retourné au document d'étendue de la consultation que j'étais en train de rédiger pour le client d'Austin. L'équipe régionale de la société acquéreuse m'avait contacté pour un engagement de transition, ce qui était courant dans des transactions comme celle-ci, et j'avais passé 2 soirées à mettre au point les termes. Le travail était intéressant. Le taux était meilleur que ce que Meridian m'avait payé. Je n'ai pas répondu au SMS. Les 45 jours entre le bureau de Kevin,
et la date de clôture ont été les plus calmes dont je me souvienne depuis longtemps. Non pas vide, au contraire, mais calme dans le sens spécifique d'une vie qui appartient entièrement à la personne qui la vit. Je me réveillais quand je voulais. Je travaillais sur des choses qui m'appartenaient. Je répondais aux emails de Kevin, de l'équipe d'acquisition, et de la société de gestion immobilière avec laquelle j'avais signé pour Cannon Beach, qui avait déjà mis la maison en location, et avait déjà réservé les 2 premiers week-ends. Je ne répondais à aucun email de quiconque à Beaverton, car il n'y avait aucun email de quiconque à Beaverton, car ils n'avaient pas encore compris que l'email était une option. Certaines personnes, lorsqu'elles perdent leur influence, deviennent plus bruyantes. Ma famille est devenue silencieuse. J'ai reconnu cela parce que j'avais été silencieuse de la même manière pendant 15 ans, et je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'ils attendaient que je règle le problème. J'étais occupé à faire autre chose. Le SMS de Kevin est arrivé à 14h14 le 45e jour. J'étais au café de NW23RD, celui où je travaillais presque tous les matins depuis que j'avais emménagé dans le studio. Bonne lumière, Wi-Fi fiable, un comptoir le long de la fenêtre où l'on pouvait installer un ordinateur portable et faire face à la rue, et personne ne vous dérangerait. J'avais un americano à moitié fini et le document de portée du conseil ouvert sur mon écran, et j'étais au milieu d'une phrase sur les délais de livraison quand mon téléphone a vibré. Fait. Confirmation de virement dans votre boîte de réception. J'ai ouvert mon email. La confirmation était là. Un numéro de routage, un code de référence, un montant en dollars avec plus de chiffres que je n'en avais jamais vu attaché à mon nom. Je l'ai lu 2 fois. Non pas parce que j'en doutais. Le travail de Kevin ne laissait pas de place au doute, mais parce que certains chiffres ont besoin d'un second regard avant de devenir réels. 2 847 4 cents net. Après les frais. J'ai fermé l'email. J'ai regardé par la fenêtre sur NW23RD. Une femme promenait un Golden Retriever qui n'arrêtait pas de s'arrêter pour renifler un horodateur. Un homme en veste de pluie déverrouillait un vélo qui était resté attaché à un panneau depuis ce qui semblait être plusieurs jours de trop. Le chariot à café de l'autre côté de la rue avait une file de 4 personnes, ce qui était à peu près la moyenne pour un mardi après-midi d'octobre. J'ai pris mon americano et l'ai fini. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et je suis retourné aux annonces d'appartements d'Austin que je regardais depuis 2 semaines. J'avais trouvé celui que je voulais le 38e jour, un appartement d'une chambre sur le côté et de la ville, au 2e étage, un petit balcon donnant sur une cour de chêne vert, des parquets partout, disponible le 1er décembre. Le loyer était de 1640 $ par mois, soit 210 $ de moins que mon studio de Portland, pour une unité 40% plus grande, ce qui était le genre d'arithmétique que je trouvais tranquillement satisfaisant. Je n'avais pas encore postulé parce que j'attendais que le virement soit effectué. J'ai rempli la demande, joint mes documents financiers, qui comprenaient maintenant un état de patrimoine très récent et très significatif, et je l'ai soumise à 14h37. L'approbation est revenue en 40 minutes. J'ai réservé le vol ce soir-là, Portland à Austin, jour 92. Un aller simple. Le 48e jour, Marcus a appelé. Il avait rencontré mon père au magasin de quincaillerie sur Canyon Road, celui près de la maison de Beaverton où Gary allait depuis 30 ans, achetant des vis, du mastic, et des luminaires de remplacement. Avec la détermination spécifique d'un homme qui croit que maintenir les choses est une forme de contrôle. Marcus a dit qu'il avait l'air rude, fatigué d'une manière différente d'une fatigue ordinaire. Il a mentionné, quand Marcus lui a demandé comment les choses allaient, qu'ils étaient en train de régler des affaires bancaires. J'ai parlé à Marcus du paiement tampon, puis de tout le reste, les 4 cents par mois, les 4 ans, la façon dont je l'avais mis en place via un service de paiement tiers, de sorte que cela apparaisse sur le relevé hypothécaire comme un paiement général. Plutôt que comme quelque chose qui puisse être retracé jusqu'à moi. Je lui ai dit que je l'avais annulé le 14e jour. Il est resté silencieux un instant. 400 par mois, a-t-il dit. Pendant 4 ans, 48 paiements. Et il ne savait pas qu'il les recevait. Il ne savait pas d'où cela venait. Une autre pause. Je pouvais l'entendre réfléchir, comme je peux toujours entendre Marcus réfléchir. Non pas par un son qu'il émet, mais par la qualité du silence, qui est différente de son silence de parole, de son silence d'écoute, et de son silence où, je ne suis pas d'accord, mais je décide si je dois le dire. C'était le silence d'un homme faisant des calculs qui menaient à quelque chose de compliqué. Et maintenant,
Le service de crédit immobilier envoie des avis, a-t-il dit. Apparemment. Et ils ne savent pas pourquoi les paiements ont changé. Ils savent que le montant du paiement a changé. Ils ne savent pas pourquoi. Il a laissé cette idée planer un instant. Alors, ça te convient? J'ai réfléchi à la question. Elle méritait une vraie réponse. Oui, ai-je dit. Et je le pensais de la manière dont j'en étais venu à penser les choses. Non pas sans coup, mais sans doute. Le oui et le coup étaient tous deux vrais, et ne s'annulaient pas l'un l'autre. Le 52e jour, Marcus m'a envoyé une capture d'écran sans message d'accompagnement. C'était un message Facebook public, ce que je soupçonnais être un accident. Amber avait tagué le nom de l'entreprise hypothécaire, le nom complet du prêt hypothécaire éplé dans le corps du message, à côté d'une plainte détaillée concernant les temps d'attente de leur service client, et ce qu'elle décrivait comme une divergence de paiement que personne ne pouvait expliquer. Le message avait 11 commentaires. 3 d'entre eux provenaient de personnes lui conseillant d'essayer d'appeler plus tôt le matin. 2 venaient de personnes partageant des expériences similaires avec la même institution. Une provenait d'une femme nommée Déborah, qui avait écrit seulement « Cela nous est arrivé aussi ». Je l'ai lu une fois. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau. J'ai regardé le plafond du studio pendant environ 30 secondes, ce qui est le temps que je m'accorde généralement pour traiter des choses à la fois prévisibles, et pourtant, d'une certaine manière, surprenantes. Ils avaient trouvé la divergence. Ils n'avaient pas encore trouvé la source. J'ai retourné mon téléphone et j'ai ouvert le portail de la société de gestion immobilière de Cannon Beach. La maison était proposée à la location à court terme depuis 3 semaines. Les 2 week-ends à venir étaient réservés. Une famille de Seattle avait laissé un message pour un séjour de 4 nuits à Thanksgiving. Je leur ai envoyé les tarifs et les disponibilités. Ils ont confirmé dans l'heure. Je n'ai pas répondu au message Facebook d'Amber. J'avais un vol à prendre, au sens figuré, et elle n'était pas sur l'itinéraire. Le 55e jour, j'ai envoyé un email à Kevin pour confirmer que tout était terminé de mon côté. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. Tout était clair de son côté aussi. Dépôt effectué, dossier de conservation en ordre. Sa facture traitée via le produit de la clôture, comme convenu. 3 lignes, pas de fioriture, à part un simple « bon voyage » à la fin, ce qui, de la part de Kevin, équivalait à une ovation debout. Jour 58. Marcus et moi nous sommes promenés le long du Willamette. C'était un soir assez froid pour avoir besoin d'une veste, mais pas désagréable. Le genre de soirée d'octobre que Portland fait mieux que presque n'importe où. La lumière virant à l'ambre sur les collines de l'ouest. La rivière reflétant la couleur du ciel. Le pont aux Sornes illuminé dans l'obscurité. Nous avons marché depuis l'Esplanade, vers le sud, jusqu'à Omi et retour, un itinéraire que nous avions parcouru une trentaine de fois en 9 ans, dans diverses configurations de crise et de contentement. Il avait un café. J'avais les mains dans les poches de mon manteau. Il m'a demandé si j'étais sûr pour Austin. Les chiffres fonctionnent, ai-je dit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'y ai réfléchi quelques instants. La rivière s'écoulait lentement, comme elle le fait quand le courant est plus fort en dessous qu'il n'y paraît à la surface. J'ai tout construit dans cette ville en essayant de maintenir cette famille ensemble, ai-je dit. Je ne peux pas construire ce qui vient ensuite au même endroit. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis, c'est une bonne raison. C'est la seule dont j'ai besoin. Nous avons marché jusqu'au bout de l'esplanade et avons fait demi-tour. Un héron se tenait sur un rocher près de la rive, comme les hérons se tiennent, absolument immobile, comme si l'immobilité elle-même était une forme de patience plutôt qu'une absence de mouvement. Je l'ai regardé un instant en passant. Marcus m'a demandé si je reviendrais à Portland. Pas si je rentrerais à la maison. Il était trop précis pour cela. Mais si je reviendrais. J'ai dit que je ne savais pas. J'ai dit qu'Austin était un bon marché, et le travail intéressant, et que les chênes verts devant l'appartement étaient le genre de choses qu'on ne pouvait pas prévoir, mais dont on était heureux de trouver. J'ai dit que la maison de Cannon Beach me ferait revenir quelques fois par an pour les visites de gestion immobilière, si rien d'autre. Il a dit que c'était quelque chose. J'ai dit que oui. Nous avons marché le reste du chemin dans un silence qui n'avait pas besoin d'être rempli. La rivière sombre à notre gauche, la ville brillante sur les collines à notre droite. Et j'ai pensé au fait que dans 34 jours,
je serais quelque part où je n'avais jamais vécu, commençant quelque chose que je n'avais pas encore fini de construire, sans aucun frais généraux, sauf les miens, dans mon budget. Les chiffres fonctionnaient, et pour une fois, ce n'était pas la chose la plus importante que j'aurais pu dire à ce sujet. Le SMS de Marcus est arrivé à 11h04, un mardi matin, 89 jours après que mon père ait porté mon sac sur le porche. « Ton père est là », je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. « Qu'est-ce que tu veux dire par « là » ? Il est sur mon perron. Il est là depuis environ 10 minutes. J'ai regardé ce qui était sur mon bureau, le document de portée du conseil, à moitié terminé, un café qui refroidissait. Dehors, par la fenêtre du studio, la cour avec le banc, le drain, et le pigeon qui avait apparemment décidé que ce carré de béton particulier valait la peine d'être défendu. « Il va bien », ai-je dit. Il a l'air de ne pas avoir dormi, ou d'avoir trop dormi. L'un des deux. Je suis resté là un instant. Gary Reed avait 62 ans, dormait dans la même maison depuis 31 ans, et n'avait jamais, de mémoire, débarqué quelque part sans prévenir. Il planifiait, il décidait. Il exécutait des décisions qu'il avait déjà prises. Il ne s'asseyait pas sur le perron des autres pendant 10 minutes, attendant de voir ce qui se passait. « D'accord », ai-je dit. Je suis allé en voiture jusqu'à l'immeuble de Marcus sur NW Lovejoy. J'ai pris le pont Burnside, ce qui a ajouté 4 minutes, mais c'était la route que je connaissais par la mémoire musculaire. Et j'ai utilisé ces 4 minutes pour réfléchir à ce que je voulais dire, et à ce que je ne voulais pas dire, ce qui est le même processus que je suis avant toute réunion importante. Mon père était assis sur le perron quand je me suis garé. Il s'est levé quand il a vu ma voiture, comme les hommes de sa génération se lèvent quand une femme arrive, automatique, appris avant qu'il ne soit assez vieux pour l'examiner. Il portait une veste de travail en toile, et l'expression d'un homme qui était réveillé depuis plus tôt qu'il n'aurait dû l'être. Je me suis garé. Je suis sorti. Je ne me suis pas approché de lui immédiatement. Il a dit, je ne savais pas où aller d'autre. Je l'ai regardé un instant. Il était plus mince du visage que dans mes souvenirs. Ou peut-être que la lumière était différente. Ou peut-être que je le regardais depuis 34 ans, et que ce n'est que maintenant que je voyais clairement ce qui avait toujours été là. « Viens », ai-je dit. Je me suis dirigé vers le bâtiment. Marcus nous a fait entrer, et nous a donné la pièce de devant sans qu'on le lui demande, fermant la porte de sa chambre avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui comprenait exactement le genre d'espace nécessaire, et avait décidé de le fournir sans faire de geste. Il y avait un verre d'eau sur la table basse. Je ne lui avais pas demandé de le mettre là. Il l'avait juste fait. Mon père s'est assis dans le fauteuil de Marcus, celui avec le bras recollé, et je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu, car Gary Reed était venu ici, et Gary Reed allait devoir commencer. Il a d'abord tourné autour du pot. C'est ce qu'il fait quand il a tort. Il s'approche de l'extérieur, se rapproche du centre de la chose, obliquement, testant le terrain. Il a parlé de l'institution de crédit immobilier, des appels que Pat avait passés, de l'historique des paiements qu'ils avaient demandés, qui montrait une divergence remontant à 4 ans, que personne à la banque ne pouvait expliquer adéquatement. Il a parlé des paiements de voitures d'Amber, qu'il couvrait maintenant depuis 2 mois, $610 par mois, ce qu'il a dit sans inflexion, mais qui a résonné dans la pièce comme il le voulait. Il a parlé un bon moment. Je l'ai laissé faire. Quand il s'est arrêté, le silence dans la pièce avait un poids. Je ne savais pas pour l'entreprise, a-t-il dit. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. C'est le problème. Il m'a regardé. Il avait les mains sur ses genoux, à plat. La même position que celle qu'il avait à la table de la cuisine 89 jours auparavant, mais différente maintenant, dénuée de l'autorité qui en avait fait une position de pouvoir à l'époque. Maintenant, c'était juste un homme qui gardait sa main quelque part, pour qu'elle ne le trahisse pas. Depuis combien de temps, a-t-il dit? 4 ans. Et la maison à Cannon Beach, 3 ans. Il est resté silencieux un instant. Nous sommes restés là. Oui. Quelque chose a traversé son visage, pour lequel je n'avais pas de mots précis. Pas de honte. Exactement. Quelque chose d'adjacent à cela. Quelque chose qui gisait sous la honte depuis longtemps, et qui ne faisait surface que maintenant parce qu'il n'y avait plus de place. Pourquoi ne nous as-tu pas dit, a-t-il dit. J'avais réfléchi à la façon de répondre à cela. Non pas en voiture,
non pas pendant les 89 jours, plus longtemps que ça. La façon dont on pense aux réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées, parce qu'on les attend depuis assez longtemps pour savoir qu'elles vont venir. Parce qu'au moment où je vous aurais dit que j'avais des ressources, ai-je dit, vous m'auriez rendu responsable de leur allocation. De la même manière que vous m'avez rendu responsable des paiements tampons que j'ai mis en place il y a 4 ans sans vous le dire. De la même manière que vous m'avez rendu responsable du prêt automobile d'Amber avant que j'aie fini de vous dire que j'avais perdu mon emploi. Il n'a pas répondu. Il a regardé le verre d'eau sur la table. 3 choses se sont passées la nuit où tu as fait ma valise, ai-je dit. J'allais vous parler de l'accord d'acquisition au dîner. J'avais intégré une clause dans la structure de l'accord pour rembourser votre prêt hypothécaire et la voiture d'Amber, et j'ai appelé mon avocat le lendemain matin pour la supprimer. Le silence qui a suivi a été le plus long de la pièce jusqu'à présent. Il avait une qualité différente des autres. Pas vide, mais plein. Comme une pièce est pleine après que quelque chose tombe et se casse, et que le son vient de finir de résonner. Tu allais, a-t-il commencé. Oui. Et nous, oui. Il a mis son visage dans ses mains. Il n'a pas pleuré. Gary Reed, d'après mon expérience, ne pleure pas. Il comprime. Il absorbe. Il porte les choses intérieurement, à la manière des hommes à qui l'on a appris que porter les choses extérieurement était une faille de caractère. Il est juste resté là, le visage entre les mains, un instant, ce qui était la chose la plus défaite que je l'ai jamais vue. Puis il a levé la tête. Je t'ai fait ça toute ta vie, n'est-ce pas, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il l'a dit comme on dit quelque chose qu'on sait depuis longtemps, et qu'on espérait, sans fondement réel pour cet espoir, qu'on se trompait. Depuis mes 15 ans, papa, a-t-il dit. Il a fermé les yeux brièvement. Les $200, a-t-il dit. Tu savais. Oui. Et tu n'as jamais rien dit. Non. Je lui ai offert le silence qu'il méritait. Pas cruel. J'avais fini avec la cruauté au moment où j'étais arrivé dans cette pièce, si jamais j'avais commencé, mais honnête. Le silence disait, voilà ce que tu as fait, et nous allons tous les deux le reconnaître, et la reconnaissance n'est pas la même chose que le pardon, et ne prétend pas l'être. Après un moment, je lui ai parlé d'Austin. Je lui ai dit que le vol était dans 3 jours, que l'appartement était prêt, et que le travail était intéressant. Je lui ai dit que la maison de Cannon Beach était sous contrat de gestion immobilière, et le resterait. Je lui ai dit que le service hypothécaire First Pacific avait un programme de restructuration pour difficultés pour les emprunteurs dans sa situation, et que la personne à demander était nommée Delgato, à la ligne de défense des consommateurs. Ce que je savais parce que je l'avais cherché 2 semaines auparavant, une nuit où je n'étais pas encore sûr de lui dire ou non. Je lui ai dit d'appeler avant 10 heures du matin, heure du Pacifique, car les temps d'attente étaient plus courts avant l'heure du déjeuner sur la côte est. Il a tout écouté. Quand je me suis levé, il s'est levé aussi. Le même réflexe automatique, profondément enraciné. Il semblait vouloir dire quelque chose, pour lequel il n'avait pas les mots justes, ce qui, d'après mon expérience, est la description la plus précise de Gary Reed aux moments les plus importants. Prends soin de toi, papa, ai-je dit. J'ai marché jusqu'à la porte. Dans le couloir, Marcus était appuyé contre le mur, les bras croisés, sa tasse de café à la main. Pas en train d'écouter, juste présent, comme il était toujours présent quand ça comptait. Il m'a tendu ma tasse de café, que j'avais laissée sur son comptoir en arrivant. Je l'ai prise. Je suis sorti. PDX, au petit matin, a une qualité qui lui est propre, et que je n'ai jamais pu trouver dans aucun autre aéroport. Quelque chose à propos de la lumière, les lucarnes dans le terminal principal laissent entrer une aube gris-blanc du nord-ouest Pacifique, plus douce que le fluorescent, et plus chaude que le ciel couvert. Et les plafonds en sapin de Douglas font quelque chose au son, ce qui fait qu'un hall de départ même très fréquenté ressemble moins à une machine, et plus à un endroit où les gens sont réellement. J'ai volé depuis cet aéroport 31 fois dans ma vie professionnelle. Je le sais parce que j'ai gardé les reçus. J'étais à la ligne de sécurité à 6h48, un mercredi matin de novembre, avec un sac d'ordinateur portable, un bagage à main, et un grand café du chariot près des portas. Mélange éthiopien, noir, qu'il prépare bien, et qui est l'une des choses qui me manqueront de Portland, d'une manière spécifique et simple. Et qui ne nécessite aucun examen supplémentaire. La file a avancé. J'ai avancé avec elle.
De l'autre côté de la sécurité, j'ai trouvé l'avant-poste de Powell's Books près de la porte C10 et je suis resté 6 minutes à regarder les livres de poche sur la table des nouvelles fictions. Je n'ai rien acheté. Je n'étais pas à la recherche d'une histoire écrite par quelqu'un d'autre. J'avais un document de consultation sur mon ordinateur portable que je voulais terminer avant l'atterrissage, et un deuxième document, un cadre pour les 90 premiers jours avec l'équipe d'Austin, que j'avais commencé et abandonné 2 fois, et que j'étais prête à reprendre correctement maintenant. J'ai trouvé un siège à la porte C14, près de la fenêtre. Le tarmac était encore à moitié sombre, l'équipe au sol, avec leur gilet orange, s'affairait autour d'un avion qui était préparé pour un départ plus tôt. Un chariot est passé avec des conteneurs à bagages empilés. Un homme en gilet réfléchissant se tenait à l'aile et a levé les yeux vers quelque chose. Il a décidé que c'était bon, et est parti. Mon téléphone a vibré. Marcus, bon vol. Je l'ai regardé un instant. 9 ans d'amitié. 37 repas partagés que je pouvais identifier par leur nom. Un canapé, 2 crises professionnelles de son côté, et 3 du mien. Et c'était la distillation. 2 mots à 6h53 du matin, ce qui était plus que suffisant. J'ai répondu. J'ai continué à subir la perte, pour qu'il n'ait pas à le faire. J'en ai assez d'opérer à perte. 3 secondes se sont écoulées. Vas-y. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le siège à côté de moi, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le document de conseil faisait 14 pages, et j'étais à la page 9, qui était la section sur les délais d'intégration, la partie où se trouvait le vrai travail, la partie qui exigeait non seulement de connaître les chiffres, mais de comprendre ce que les chiffres essayaient de dire sur l'organisation qui les sous-tendait. J'avais été analyste financière pendant 8 ans, ce qui signifiait que j'avais passé 8 ans à apprendre que les chiffres ne concernent jamais vraiment les chiffres. Ils concernent les décisions qui les ont produits, et les personnes qui ont pris ces décisions, et ce dont ces personnes avaient peur lorsqu'elles les ont prises. J'ai lu ce que j'avais écrit à la page 9. J'ai supprimé un paragraphe qui ne méritait pas sa place, et j'en ai écrit un meilleur. Je suis passé à la page 10. À 7h21, mon esprit s'est brièvement tourné vers Biverton. Pas vers la maison spécifiquement, pas vers la table de la cuisine, ou le demi-niveau, ou la lumière du Porsche qui était allumée quand je suis parti, mais vers le fait général, la façon dont on pense à un endroit qu'on connaissait bien. J'ai pensé, qu'est-ce qui se passe là-bas en ce moment? J'ai pensé, il est 7h21, alors Pat est probablement dans la cuisine, et Gary est probablement debout depuis 6 heures, et Amber est probablement encore endormie, parce qu'Amber a toujours dormi jusqu'à ce que la situation exige qu'elle soit éveillée. J'ai gardé cette pensée un instant. Je l'ai examinée comme j'examine toutes les choses dont je suis incertaine, cherchant de quoi elle était réellement faite, sous la surface. Et ce que j'ai trouvé, c'était ceci. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait dans cette maison en ce moment. Je ne savais pas si l'appel à First Pacific avait été fait, ou si Delgato avait répondu, ou si la conversation de restructuration s'était déroulée comme ces conversations peuvent se dérouler, quand on les aborde correctement. Je ne savais pas si Amber postait toujours à propos des banques sur Facebook, ou si elle était passée à une autre frustration. J'ai découvert que j'étais d'accord de ne pas savoir, c'était nouveau, ou pas nouveau, cela s'était accumulé pendant 92 jours, comme les intérêts s'accumulent, tranquillement et sans annonce, jusqu'à ce que vous vérifiez le solde un matin, et qu'il soit différent de ce qu'il était. Certains silences sont des vides dans lesquels vous tombez. Certains silences sont juste de l'espace, de la place pour construire quelque chose qui n'a pas à tenir compte des frais généraux de quelqu'un d'autre. J'avais rempli l'espace des autres avec ma propre substance pendant 15 ans. Je suis retourné à la page 10. La porte s'est remplie progressivement, comme les portes se remplissent, les familles d'abord. Puis les voyageurs d'affaires qui chronométraient leur arrivée précisément, puis les gens qui s'étaient trompés de porte, et s'en étaient rendus compte avec suffisamment de marge pour que cela fonctionne. Un enfant de l'autre côté de l'allée mangeait un muffin avec l'absorption totale que les enfants apportent à la nourriture. Le muffin exigeant toute son attention professionnelle. Un homme en costume gris était au téléphone, sa voix basse et prudente. La voix de quelqu'un qui délivre une information que l'autre personne au bout du fil n'allait pas apprécier. Ils ont appelé à l'embarquement à 7h49. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis tenu dans la file avec mon bagage à main, et je n'ai pensé à rien en particulier. Ni à Austin, ni à Portland, ni aux documents de conseil, ni au cadre,
ni à la maison de Cannon Beach qui accueillerait une famille de Seattle pour Thanksgiving, pendant que j'installerais une nouvelle cuisine dans l'est d'une ville. J'avais visité 2 fois, mais n'y avais pas encore vécu. J'ai pensé au café éthiopien, et si l'endroit au coin, près de mon nouvel appartement, que Marcus avait trouvé sur Google Maps et m'avait envoyé sans commentaire, serait aussi bon. J'ai montré ma carte d'embarquement. J'ai marché le long de la passerelle d'embarquement. La passerelle sentait l'air recyclé, et la légère chaleur industrielle des systèmes d'avion, qui font ce que les systèmes d'avion font, fonctionner en continu, et de manière fiable, et sans exiger que quiconque y pense. J'ai toujours trouvé cette qualité dans les machines tranquillement admirable. J'ai trouvé mon siège côté hublot que j'avais choisi non par sentiment, mais parce que je travaille mieux avec la lumière naturelle sur le côté gauche de l'écran. J'ai mis mon sac d'ordinateur portable sous le siège devant moi et mon bagage à main dans le compartiment supérieur, et je me suis assise et j'ai regardé le tarmac où l'équipe au sol terminait son travail avec l'efficacité concentrée de personnes qui font les mêmes choses correctement chaque jour. Et tire une satisfaction professionnelle à bien les faire. Les portes se sont fermées. L'avion a reculé. Portland a défilé devant la fenêtre, puis a disparu. Remplacé par le chemin de roulage, puis la piste, puis cette suspension particulière du moment précédant l'accélération d'un avion. Je n'ai pas pressé mon visage contre la vitre. Je n'ai rien cherché au loin. Qui avait-il à voir que je n'ai pas déjà vu? Nous avons décollé. Les nuages sont montés rapidement, épais, le ciel couvert de novembre. Le genre qui se referme derrière vous comme un rideau. Et Portland a disparu en moins d'1 minute. Sous moi, quelque part, il y avait le Willamette et les collines de l'Ouest, et une maison à demi-niveau à Beaverton, et un héron sur un rocher, qui était probablement toujours là, immobile avec la précision de quelque chose qui avait décidé où il allait être, et qui y était complètement. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La page 10 était toujours à l'écran, le curseur clignotant à la fin de la dernière phrase que j'avais écrite, attendant avec la patience de quelque chose qui n'avait aucune opinion sur le temps que cela prendrait. J'ai commencé à taper. J'avais passé 15 ans à être le filet de sécurité de quelqu'un d'autre. Il s'avère qu'un filet de sécurité tendu assez longtemps, devient une cage. J'ai coupé le cordon quelque part au large de la côte de l'Oregon à 34 000 pieds. Au milieu d'une phrase sur les délais d'intégration, sans cérémonie et sans regarder en bas, sous moi, quelque part dans les nuages, l'Oregon ressemblait exactement à ce qu'il était, quelque chose que j'avais déjà payé. Si vous avez été celle qui règle les choses discrètement, celle qui comble le vide, absorbe le coup, et vous dit que c'est juste ça, l'amour, cette histoire est pour vous. Non pas parce que vous devriez cesser de vous soucier, mais parce qu'il y a une différence entre donner librement, et être compté sur si constamment que personne ne prend la peine de demander si vous allez bien. Danielle n'a pas cessé d'aimer sa famille. Elle a cessé de financer une version 2, qui n'avait jamais appris à fonctionner sans elle comme soutien. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et la clarté, quand vous l'atteignez enfin, ne ressemble pas à de la colère. Elle ressemble au fait de poser quelque chose de lourd, après l'avoir porté si longtemps, que vous aviez oublié que vos bras étaient fatigués. Alors demandez-vous honnêtement, qui dans votre vie a cessé de demander comment vous allez, parce qu'il suppose déjà que vous allez bien? Et qu'est-ce qui changerait si vous vous permettiez d'avoir besoin de quelque chose en retour? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir.